Ok, nous sommes prêts. OK, alors commençons. Ok, bienvenue à tous. Je suis Natalia, je travaille chez Matific et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter René Michaud. René est consultante en mathématiques et elle offre des formations en français et en anglais dans l'Ouest du Canada et au-delà, en présentiel et en distanciel. Elle présente des ateliers pratico-pratiques sur mesure lors journées pédagogiques et ainsi qu'à différents congrès et conférences. Renée est devenue consultante en 2007 après avoir œuvré maintes années comme enseignante en immersion française à Calgary, Alberta. René parlera aujourd'hui d'enseigner, apprendre et retenir. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans le chat. Et sans plus attendre, bienvenue à René. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui avec nous. Bien, bonjour tout le monde. Natalia, je veux juste m'assurer que tu vois bien ma page titre. Oui, Oui, excellent, excellent. Alors, pour ceux qui me connaissent moins, je veux d'abord remercier Natalia qui, euh, elle parle le français comme troisième langue. Elle est en Argentine. Je vous proviens de Calgary, en Alberta. Pour ceux qui se posent des questions, oui, je suis une ancienne Québécoise qui s'est exilée un certain temps, il y a de maintes années maintenant. Alors, bienvenue à la session qui s'appelle Enseigner, apprendre et retenir. On va aller s'amuser là-dessus. Et la session est commanditée par Matific, mais l'intention n'est pas nécessairement de présenter Matific, mais plutôt de présenter on peut améliorer notre pratique d'enseignement. Et donc, j'ai utilisé le titre Enseigner, apprendre et retenir. Ceci dit, il y a deux faits avec lesquels je veux commencer la session. L'anxiété en maths est réelle. J'ai même pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà. Je voulais simplement le démarrer de cette façon-là. Mais il y a aussi une deuxième chose que vous savez très bien et que vous partagez avec vos collègues constamment, c'est que les élèves oublient rapidement ce qu'ils viennent d'apprendre. OK? Il faut se poser la question, comment est-ce qu'on peut corriger la chose? OK? Et il y a une solution possible. En fait, il y en a de nombreuses solutions possibles, mais je vais vous présenter une solution possible en provenance. Geneviève, la présentation il y aura un lien qui va être partagé de l'enregistrement que tu écoutes présentement. Alors, il y a maintes solutions possibles. La solution que je vous propose aujourd'hui vient du côté de l'enseignant. Il y a des solutions qui peuvent être mises en œuvre par l'élève, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'enseignant si vous voulez bien. Donc, une des solutions possibles, c'est qu'on peut ajuster, pas changer à 100%, mais juste ajuster notre pratique pédagogique afin de diminuer cette anxiété. OK? Au départ, est-ce que c'est possible de diminuer l'anxiété? Oui, puis augmenter l'apprentissage. Mais pour ce faire, on va utiliser les résultats de la recherche sur comment le cerveau apprend. C'est là le fondement de cette présentation. Donc, au programme, bien sûr, comment le cerveau apprend. Donc, on va voir les phases d'enseigner, apprendre et retenir. Ce ne sera pas nécessairement linéaire comme présentation. Ça va être un peu, tout va ensemble, n'est-ce pas? Alors, ça va être un peu mélangé ici et là. Ah, OK, commençons. Donc, à vous la parole. Dans la boîte de clavardage, j'aimerais que vous regardiez cette image et que vous exprimiez dans la boîte de clavardage toujours qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé là et comment le savez-vous. Alors, on va faire une pause. Il y aura, pour ceux qui écoutent l'enregistrement, il y aura une petite courte euh, période de silence pendant que les gens écrivent des petits commentaires dans la boîte de clavardage. Que voyez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment le savez-vous? Je pense qu'on voit tous ça dans quand on visite nos montagnes rocheuses, par exemple dans l'Ouest canadien, ou dans n'importe quel sentier, mais exprimons avec des mots ce que vous voyez.
Alors, vous pouvez me lancer un mot ou deux à la fois, une phrase complète. Oui, on est dans la nature. Un sentier a été créé dans la forêt? Tout à fait. Il y a des arbres, pas de problème. Ça va bien. Je vois une piste. Oui, alors le sentier, la piste, en effet, elle est clairement définie, n'est-ce pas? Elle est quand même, si on arrivait là, si on était parachuté et qu'on arrivait exactement là, on trouverait le sentier ou la piste sans aucun problème, n'est-ce pas? Donc, en effet, je veux faire un parallèle pour commencer la présentation avec une toute petite théorie au sujet du cerveau. Donc, dans la nature, plus on passe dans le sentier que vous avez noté, plus il est battu, donc il est bien, bien, bien défini, plus il est facile d'accès et en plus, retrouvable de saison en saison. C'est pas parce que la saison change qu'on va perdre ce sentier. Il est tellement battu que la probabilité que les plantes repoussent sur ce sentier sont très faibles. Faisons le parallèle maintenant avec le cerveau. Alors, imaginez maintenant que cette image est une image dans votre cerveau, okay, comme apprenant, bien sûr. Donc, on a un paquet de neurones dans le cerveau, OK? Et ces neurones sont impliqués dans l'encodage. L'encodage, c'est ce que vous venez d'apprendre, d'accord? Quand c'est activé et réactivé, tout comme il y a beaucoup de personnes qui font une randonnée sur le même sentier, plus les connexions se renforcent et plus le souvenir est durable, tout comme le sentier est durable, plus il y a de personnes qui passent dedans. OK? Donc, ça, c'est le parallèle. Pouvez-vous voir maintenant où je m'en vais en termes d'enseignement? Donc, on veut mieux apprendre. Apprendre, c'est quoi? Ben, apprendre, c'est quand le cerveau change. Si je vous dis 2 plus 2 et vous me répondez 4, vous n'avez rien appris. C'est de l'automatisme. Oui, vous avez dû l'apprendre dans votre jeune âge, mais maintenant que vous répondez 4, qui est la bonne réponse, c'est de l'automatisme. OK? Quand on vous donne de l'information qui est nouvelle, et j'espère qu'aujourd'hui, vous aurez de la nouvelle information, bien, votre cerveau va changer. OK? C'est un signe d'apprentissage. Donc, le cerveau peut changer parce qu'on sait maintenant que le cerveau a une certaine neuroplasticité. Donc, il est malléable. Plus on apprend, plus ça change, plus on peut faire des connexions, plus le sentier est battu. D'accord? Donc, comment on apprend? Ben, il y a l'encodage. J'ai utilisé ce mot il y a quelques diapos. L'encodage, c'est les nouvelles connaissances qui s'en vont dans la mémoire à court terme. Aha, c'est aussi ce qu'on appelle la mémoire de travail. Donc, ce que je viens de vous dire, là, vous êtes sur le point de l'oublier en passant. D'accord? C'est tout nouveau, c'est juste de l'encodage. L'encodage est très éphémère. Très éphémère. OK? Mais ensuite, nous, les enseignants, on a le rôle de la consolidation, qui est toute activité pédagogique ou moins, là, c'est parce que je peux parler à des parents cet après-midi. Si vous êtes un parent, vous faites de la consolidation, vous dites à votre petit Johnny, Johnny, oublie pas, là, on va patiner à 4 heures. OK? Donc, toute activité qui active les neurones connectés à l'encodage et reliés aux nouvelles connaissances. Donc, l'encodage est éphémère, la consolidation est le moyen de prendre ce qui est très éphémère, puis de l'envoyer davantage vers la mémoire à long terme, qui, en passant, va faire de la rétention. Donc, la rétention, c'est les nouvelles connaissances qui sont plus vraiment nouvelles parce qu'on a encodé et on a consolidé. OK? Alors, les nouvelles connaissances vont dans les mémoires à long terme. OK? Pour qu'ils restent à long terme et pour solidifier sur maintes années, on a besoin de faire de la récupération. Donc, en début d'année, vous avez fait beaucoup de récupération. Vous avez eu de nouveaux élèves. Donc, vous avez mémorisé le nom des élèves et vous avez associé le nom des élèves avec les visages de vos élèves, n'est-ce pas? Et le lendemain, vous avez pratiqué à nouveau et à nouveau jusqu'à ce que vous maîtrisiez les 12 élèves que vous avez. Non, non, je fais une blague. Je le sais que vous en avez 28 et c'est trop et on le sait bien. Mais vous avez fait de la récupération pour que
les connaissances reviennent dans la mémoire de travail, puis que ça soit utilisé et réutilisé et renforcé et consolidé et ainsi de suite. OK? Donc là, si on veut de la rétention, ça veut dire qu'on a besoin de pratique sous une forme ou d'une autre. Maintenant, allons voir quelques définitions. Qu'est-ce que c'est des exercices regroupés? Dans certaines ressources, on parle d'exercices massés. Je pense que le mot regroupé est un petit peu plus clair comme définition. Donc, les exercices regroupés, ben, c'est ceci. Vous faites une leçon A, peu importe le sujet que vous enseignez, vous faites la leçon A, vous faites un paquet d'exercices sur le concept A, puis en quelques temps, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous faites l'évaluation du concept A chez vos élèves. Puis, pour y arriver, là, à l'intermédiaire, vous faites toutes sortes de formes de pratiques, vous faites peut-être des problèmes écrits si c'est en mathématiques, bien sûr. Vous avez peut-être des activités en ligne que vous faites, peut-être des devoirs, même si vous avez une philosophie de devoir dans votre école ou dans votre contexte. Alors, il y a une variété d'exercices, mais c'est leçon, exercice, évaluation. D'accord? Et puis, le principe se répète. Concept B, on a la leçon, des exercices, une évaluation et on passe à autre chose. Concept C, exercice sous toutes sortes de formes, évaluation. Et il semble que les connexions entre A, B, C soient faibles dans les leçons traditionnelles qu'on connaît. Et donc, les connexions ne se font pas aussi bien et les élèves ont franchement un peu de difficulté à les faire d'ailleurs, ces connexions, n'est-ce pas? Alors, on appelle ceci des exercices regroupés. C'est des exercices qui peuvent être variés, mais ils sont présentés de façon intense sur une courte période de temps. Intense, courte période de temps. Et ensuite, suit l'évaluation. Il y a un problème avec ça, c'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. La voici. Elle est très approximative. Permettez-moi de vous dire qu'elle est très approximative. OK? Voici de quoi elle ressemble. C'est pas l'axe horizontal qui est si important, alors 1 jour, 2 jours, 30 jours. C'est plutôt la forme de cette courbe qui est importante. Gardons la forme en tête, d'accord? Donc, la courbe de l'oubli, c'est ceci. Ce qui arrive, c'est que on remarque qu'à peu près 2 jours plus tard, après avoir encodé et peut-être même consolidé certaines nouvelles connaissances, on a un problème, c'est qu'on oublie, ben, basé sur ce graphique, la moitié, sinon plus, de ce qu'on vient d'apprendre. Ça s'appelle la courbe de l'oubli. D'accord? En bon québécois, là, parce que je retourne dans mes origines, vite appris, vite oublié. Et c'est ça notre problème. Les apprenants oublient vite ce qu'ils viennent d'apprendre. En voici la preuve. D'accord? Donc, notre job, en ce qui concerne raffiner nos leçons ou ajuster nos leçons, c'est d'interrompre ce processus de l'oubli. Si on réussit ça, on est gagnant. Nous, comme enseignants, on a l'impression que l'apprentissage est meilleur, puis les élèves vont gagner de la confiance dans le sujet que vous enseignez, surtout en maths, parce qu'en maths, il y a de l'anxiété associée au sujet, mais associée aussi au fait que les élèves comprennent moins bien, la base n'est pas si solide, et donc l'anxiété augmente et on veut qu'elle diminue, n'est-ce pas? Donc, ceci dit, voici des suggestions. Ah, vas-y, Natalia, Excusez-moi. tu as... Oui, Oui, vas-y. nous avons une question. À Ah, quel point est-ce que la courbe de l'oubli est précise ou exacte? ah, retournons ici. À quel point est-elle précise ou exacte? En fait, pas très précise et pas très exacte. Donc, l'axe horizontal peut varier, mais c'est la courbe qui est super raide. Alors, en mathématiques, au high school, on appelle ça une pente négative. Alors, cette pente négative est très, très raide, qui montre un déclin très, très rapide de la mémoire. Donc, on augmente l'oubli, si vous voulez. D'accord? Et donc, elle n'est pas super précise. C'est la forme qu'il faut garder en tête. Merci. Donc, voici la suggestion
qui va vous permettre de faire des ajustements à vos plans de leçon. Donc, retournons en arrière. Voici une leçon où tout est regroupé. OK? Leçon, on fait des exercices, on a une évaluation. Ça, c'est le type regroupé. Ce qu'on vous suggère, c'est ce qu'on appelle l'espacement. C'est le principe d'étaler des exercices des activités ou exercices d'apprentissage reliés à un concept sur une longue période de temps. Alors, au lieu d'être très intense sur une courte période de temps, on veut prolonger le plaisir. OK? Donc, ça ressemble à ceci. On a une leçon, un nouveau concept, peu importe. Et je pourrais mettre leçon avec un S aussi. On sait très bien que certains concepts doivent être expliqués sur plusieurs leçons, là, mais permettez-moi de le garder au singulier pour le moment. Suite à une leçon, on va faire des exercices et on va laisser passer du temps. On va faire un deuxième exercice. On laisse passer du temps. On fait un troisième exercice. Éventuellement, on va se rendre à l'évaluation. OK? Mais vous voyez que c'est très espacé. Et l'idée d'espacement est le suivant, c'est que les exercices espacés vont redéfinir la courbe de l'oubli. Donc, ce que vous venez de voir comme courbe de l'oubli, là, on va le revoir. Je vais vous la reproduire ici. La voici. Cette fois-ci, j'ai changé l'axe horizontal pour l'étaler sur une plus grande période de temps. Vous me permettez? OK? Donc, il demeure qu'il y a quand même une courbe très raide et négative qui montre que l'oubli est accentué. OK? On oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup. La rétention est faible. Mais on veut corriger cette courbe grâce à nos ajustements et la première suggestion était l'espacement. Donc, ceci dit, voici de quoi ça pourrait avoir l'air. Je parle au conditionnel parce que chacun des contextes, dépendamment qu'est-ce que vous enseignez, à quel niveau vous enseignez et où vous enseignez, ça pourrait être un peu différent, bien sûr. Donc, ça pourrait ressembler à ceci. On donne une leçon, une première leçon, et bien sûr, on a une courbe de l'oubli. La courbe diminue un peu. Mais on ne la laissera pas descendre davantage. OK? On va faire un rappel. Le rappel peut avoir plusieurs formes, mais on va faire une espèce de rappel qui va permettre de ramener à la surface le concept en question. Et bien sûr, il y a du temps qui va s'écouler, alors il va y avoir encore un petit peu d'oubli. C'est normal, c'est la nature humaine. OK? Mais on veut interrompre l'oubli, donc on va faire un rappel additionnel qui fait que, oups, on a un regain de cette information, OK? On va en perdre encore un petit peu et ainsi de suite sur une longue période de temps. Et donc, la courbe qui est verte serait, on espère, le résultat d'un enseignement espacé avec des exercices espacés. Et donc, on a, bien sûr, un gain qui est notable, qui est vraiment super, qui est possible grâce au rappel. OK? Donc, ceci dit, on parle d'ingénierie pédagogique. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir 2 diapos sur l'ingénierie. L'ingénierie pédagogique, c'est prévoir dans votre planification, bien sûr, des moments dans l'année de plus en plus espacés où les élèves revisitent le concept à l'aide d'activités d'apprentissage variées qui provoquent une récupération en mémoire. Ça veut dire qu'il va aller chercher ce qui est dans la mémoire à long terme, on va la ramener à la surface, on va le faire plusieurs fois et ça va permettre au sentier d'être de plus en plus battu, c'est-à-dire que le réseau de neurones va être de plus en plus ferme et donc, bien sûr, l'information va être de plus en plus facile à retrouver. D'accord? Et donc, ces récupérations en mémoire sont importantes et font partie intégrante de la planification. Donc, ça, c'est l'ajustement à faire dans votre planification. Et comme on est encore en septembre, il reste du temps ici pour ajuster votre planification, puis incorporer un petit peu d'ingénierie pédagogique pour favoriser la rétention. Alors, je reviens à la courbe. Elle est quand même très importante, cette courbe. Et là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour réactiver ces neurones, c'est-à-dire de récupérer en mémoire ces concepts qu'on a vus là il y a quelque temps quand même.
OK? Alors, on cherche, qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Pour que l'élève ne soit engagé, mais qu'il ne soit pas ennuyé. C'est-à-dire, c'est pas toujours la même affaire. OK? Et comment est-ce qu'on pourrait gagner ici? Alors, vous allez aller dans la boîte de clavardage et vous allez me faire une liste d'activités d'apprentissage que vous pouvez faire dans votre salle de classe, dépendamment de vos contextes, qui permettent la récupération en mémoire. Je veux une liste exhaustive de ce que vous faites en salle de classe qui pourrait être gagnant pour récupérer en mémoire un jour après, 3 jours après, une semaine après, un mois plus tard. Okay? Alors, on aura un moment de silence ici où j'attends votre rétroaction sur la boîte de clavardage pour voir ce que vous faites, vous, dans la salle de classe pour promouvoir ce type de choses. Le problème du jour, Valérie, merci. Toi, tu es en maths et français. Oui, pour réinvestir les concepts appris. Magnifique. Maintenant, le problème du jour implique que c'est tous les jours, alors qu'il faut à un moment donné, tu sais, donner de l'espace entre les récupérations. Donc, je t'encourage à considérer ça également. Jogging mathématique, nombre du jour, mental math, des stations, c'est une bonne idée quand même. Très, très bien. Des jeux, tellement gagnants. Absolument. Minute Math. OK. Minute Math, je vais aller avec prudence dans Minute Math parce que Minute Math implique que le chronomètre entre en jeu. Or, le chronomètre en soi est une cause de l'anxiété. Dès qu'il y a un chronomètre ou un temps limite, ça cause de l'anxiété. Donc, il faut être prudent avec cette approche. OK? Et je sais qu'il y a des variantes de Minute Math et que peut-être vous utilisez déjà cette variante. Bravo. Est-ce qu'il y a autre chose? Un autre 10 secondes? Approche par petits groupes. Super. Activité de groupe, oui, excellent. Quoi d'autre? Magnifique. Excellent, gang. OK. Alors, on va aller voir une liste que je vous propose. Cette liste, oui, les projets, activités de groupe, excellent. Tout ça est bon, absolument. Alors, je vais faire une liste avec vous ici. Du point de vue de l'enseignant. Comme je vous ai dit en introduction, il y a des façons pour les élèves eux-mêmes de s'autogérer pour améliorer leur mémoire, leur rétention, leur récupération en mémoire. Il n'y a aucun doute là-dessus et ça ne fait pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Mais je vais parler du point de vue de l'enseignant, bien sûr. Alors, répondre à des questions à choix multiples. Aussi simple que ça puisse paraître, on n'est pas tous en amour avec des questions à choix multiples, mais devinez quoi? C'est une récupération en mémoire. Compléter des phrases à trous. Alors, dépendamment à quel niveau vous enseignez, quel sujet vous enseignez, ça peut être une activité. Ça n'a pas besoin d'être long. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est que ça n'a pas besoin d'être long. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une récupération en mémoire. Ça pourrait être un résumé. OK? Faites-moi un résumé sur l'économie au Japon. Quelque chose comme ça. Ça pourrait être juste prendre un moment dans une période à quelque part pour, oui, on me dit caroute, discussion, raisonnement, tout est parfait, les amis. Alors, en effet, examiner ou créer des contre-exemples. Alors ici, il y a le modèle de Freire qu'on appelle, où les élèves sont invités à compléter 4 cases, la définition du concept ou de l'exercice ou de l'image, peu importe ce que vous présentez. Les caractéristiques, quelques exemples, mais les contre-exemples sont souvent une forme de consolidation parce que si je vous demande des exemples de soupe, OK? Ben, il y a la soupe aux légumes, la soupe aux choux, la soupe au bœuf, la soupe. Mais vous pourriez me donner un contre-exemple pour confirmer, ça confirme les exemples. D'accord? Et je n'irai pas dans les contre-exemples de soupe ici, là, permettez-moi, mais quand même, on pourrait s'amuser avec ça. Visionner une vidéo puis avoir des questions à répondre, aussi simple que ça puisse paraître, c'est une excellente récupération en mémoire. Rappelez-vous, en autant que ce soit espacé.
D'accord? Ça veut dire que dans votre planification, vous devez prévoir des petites choses qui touchent les concepts précédents. D'accord? Compléter des questions d'association. Hein, pas trop difficile ici pour les premières années, peut-être. Expliquer à un père. Alors, ceux qui ont un astérix, et c'est le premier qu'on rencontre, sont ceux qui ont une cote plus élevée, où ça marche davantage, c'est-à-dire que la récupération en mémoire est beaucoup, beaucoup, beaucoup améliorée. Euh, il y en a deux, entre autres, que je veux mentionner aujourd'hui. L'explication à un père. Si vous devez expliquer concept A à votre ami et votre ami va vous expliquer concept B ou réexpliquer concept A dans ses propres mots, bien, ça force la récupération en mémoire et ça solidifie ce qu'ils savent. Il faut faire attention toutefois, il y a peut-être des erreurs dans leur compréhension. Alors ça sera à corriger le plus vite possible pour pas que les erreurs s'intègrent dans la mémoire à long terme. Il va s'en dire. L'autre qui est super bonne, c'est la rétroaction. La rétroaction offerte par un enseignant, rétroaction offerte par un père. Ça, c'est la deuxième que je voulais mentionner qui est super bonne concernant, en ce qui concerne la rétention. Mais il y a des caractéristiques essentielles. Je les ai mentionnées, mais je voulais absolument avoir une diapo pour confirmer que tout le monde est bien clair là-dessus. Ils doivent exiger un effort. 2 plus 2 n'est pas un effort. Mais pour certains d'entre nous, 7 fois 8 est un effort. La capitale de la Suisse est un effort. Pour certains d'entre nous, pas tout le monde. Okay? Dès qu'il y a un effort, il y a un renforcement dans le cerveau. Et à titre d'enseignant, vous devez savoir que ça doit se produire à plusieurs reprises et sans relâche. Donc, on parle ici d'une longue période de temps. Heureusement, il y a 10 mois dans l'année scolaire. Alors, on peut utiliser les 10 mois pour solidifier certaines choses. OK, je respire par le nez ici. Je vous donne l'occasion de poser des questions. Je vais garder un œil dans la boîte de clavardage, peut-être aussi un œil sur la boîte de questions et réponses. Patrick dit, hey, enrichissement sur papier à l'ordinateur, jeux mathématiques, les manipulatifs sont toutes des belles choses qu'on peut utiliser en effet pour augmenter la rétention. Alors, si je prends l'exemple de Patrick au niveau des objets de manipulation, bien, les objets de manipulation sont souvent utilisés au moment de la leçon. Et c'est parfait. C'est en fait la raison principale pourquoi ils ont été créés. Mais si on les ramène à la surface, puis on dit, OK, aujourd'hui, on utilise les réglettes pour parler de fractions, ben, les réglettes vont revenir à quelques reprises durant l'année scolaire pour peut-être parler de la multiplication. Et c'est là où on pourrait dire, ben, on va faire une parenthèse, gang. Vous rappelez-vous comment utiliser les réglettes pour les fractions? La question est-ce réaliste de revenir constamment sur la matière vue dans le quantité de concepts? Ah, je vous laisse cette question, Valérie, et je te remercie de cette question. C'est vrai que notre curriculum est chargé. Donc, quand je vous propose de faire une question d'association ou une question de choix à titre choix multiple, je vous propose ici que ce soit 2 minutes en début de période ou 2 minutes à la fin d'une période. D'accord? Je ne veux pas que vous refassiez la leçon au complet, ce n'est pas l'intention. L'intention, c'est de dire, oh, vous rappelez-vous comment additionner les grands nombres. OK? Donc, ce serait quelque chose qu'on fait rapidement qui donne un petit coup de pied dans le derrière, comme on dirait. Un petit coup de pied dans le derrière pour dire, hey, faut pas oublier ça, les amis. OK? Rappelez-vous de ceci. Et là, Valérie, je vais compléter mon commentaire avec ceci. C'est que si tu te rends compte que tu as enseigné l'addition des grands nombres en septembre, tu as pratiqué un petit peu au cours des années, octobre, novembre, décembre, tu arrives en mars et
la moitié de la classe est plus capable d'additionner les grands nombres, ben là, toi, ça te donne une évaluation formative de qu'est-ce que tu devrais revoir le plus tôt possible pour consolider ces choses. De toute évidence, il y a eu un oubli et tu veux y revenir. Alors, je te dis, 2 minutes ici et là est un investissement et on en parle davantage. Alors, je crois ici, Natalia, j'ai vu toutes les questions. Si on a cumulé plusieurs leçons, comment faire avec plusieurs notions? OK, j'ai un diagramme à ce sujet-là et je vous propose de continuer les diapos pour répondre à Nadia ici. Alors, j'y vais. Donc, j'ai pas parlé d'espacement, je parle maintenant d'entrelacement. OK, un ne va pas sans l'autre. Donc, voici une ligne du temps. Imaginez que, bon, début, et je vais vous montrer le début et la fin. Bon, si vous êtes à l'élémentaire, le début et la fin, ça pourrait être le temps d'un bulletin, une période de bulletin. Ça pourrait être septembre à Noël. Ça pourrait être le mois d'octobre. OK? Si vous êtes au secondaire, on parle peut-être ici de début et de fin en termes de semestre. OK? Donc, je n'ai pas osé donner une notion de temps, sauf avec les termes début et fin. L'espacement qu'on vient de terminer, c'est ceci, n'est-ce pas? On laisse passer du temps entre les exercices. Éventuellement, on va se rendre à l'évaluation. Éventuellement. OK? Et quand je parle d'évaluation à l'extrême droite de la diapo, je parle d'évaluation sommative. Ça va? OK. Maintenant, il y a un problème parce que il y a des espaces vides entre mes exercices. Okay? Et les exercices peuvent être 2 minutes, peuvent être 10 minutes, peuvent être une période complète. C'est vous qui soyez maître du déroulement. D'accord? Mais l'entrelacement, ça consiste à incorporer des concepts à travers d'autres concepts. Ça semble contre-intuitif, mais la recherche sur le cerveau vous dit ça bénéficie parce qu'on étire un concept sur une plus longue période de temps, on revient plus souvent à cette connexion dans le cerveau et donc, il y a plus de chances que ce soit durable. Donc, ce qu'on cherche à savoir, c'est qu'est-ce qu'on va faire là, qu'est-ce qu'on va faire ici et qu'est-ce qu'on va faire là. OK? C'est très légitime comme question et je pense, Nadia, que ça, c'est la question que tu voulais poser. Ceci dit, on revient à la courbe d'oubli. La noire, c'est la courbe si les exercices sont regroupés. La verte, c'est la courbe si les exercices sont espacés. OK? Et là, la question qu'on vient de poser, c'est qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là et là et là? Hein? Et on dit qu'on va entrelacer d'autres concepts à travers. Donc, votre ingénierie pédagogique ici va prendre de plus en plus sa forme. En termes de planification annuelle, il faut prévoir l'espacement et l'entrelacement de concepts. Okay? On pourrait très bien, par exemple, parler du système métrique à l'intérieur de l'addition et la soustraction des grands nombres. On pourrait on pourrait faire le système métrique en même temps que l'air. On pourrait faire les grands nombres, l'air et le système métrique en même temps. Okay? Comment ça a été intéressant. Dans la planification d'une unité, j'entends une unité, là, l'idée d'un concept qui est développé. OK? Bien, on veut que l'unité soit sur une plus longue période de temps et on doit prévoir des récupérations en mémoire courtes, mais fréquentes. Okay? Et si vous prévoyez une leçon sur une journée, 2 journées, 3 journées, bien, prévoir moins d'exercices regroupés et prévoir plus d'exercices variés. D'accord? Et ça semble très simple. C'est quand même assez complexe. Basé sur la question de Valérie, je dirais que la complexité, là, il ne faut pas la négliger. Mais les bénéfices en valent la peine. Donc, il y a une mise en garde ici. OK? C'est quand même pas donné à tout le monde de se lancer là-dedans, mais si vous connaissez les mises en garde, je pense que vous allez davantage être plus susceptible à vouloir l'essayer. Et j'espère que c'est le but de cette diapo. Donc, la mise en garde est la suivante.
Le fait de réaliser une pratique qui est espacée et entrelacée, qui vont toujours ensemble, OK, nécessite plus d'efforts. Et non, je vais être claire. Ça nécessite plus d'efforts pour le prof, mais on veut davantage que ça nécessite plus d'efforts de la part de l'élève. C'est l'élève qui doit faire l'effort de récupérer en mémoire pour que que ça travaille dans cette tête-là. OK? Il y a une autre affaire. C'est que ça s'accompagne parfois de l'impression partagée par les enseignants et les élèves de progresser moins vite. OK. Ça, ça semble un peu décourageant. C'est clair qu'on va progresser moins vite parce qu'on étire les concepts sur une longue période de temps, n'est-ce pas? Donc, le progrès va être moins rapide. Et j'ai fait un visuel pour ça. Okay? On appelle ça des difficultés désirables. On veut créer cette difficulté pour obtenir des bénéfices désirables. Donc, voici un graphique qui n'a aucun axe, c'est-à-dire que je n'ai pas numéroté ou quantifié les axes, c'est juste un visuel pour vous donner une idée. À l'horizontale, on parle du temps, n'est-ce pas, du début et de la fin, septembre à juin ou septembre à décembre, et on parle du progrès. Vous voyez que la courbe ici, qui est en fait une ligne droite, est positive et très raide. Elle monte très vite. D'accord? On parle donc ici du résultat obtenu lorsque les exercices sont regroupés. Et ça, on est habitué à ça. OK? On fait ça régulièrement. C'est vraiment ce qu'on fait depuis 100 ans. Ce qu'on vous propose ici, c'est d'étirer davantage sur le temps. Le progrès va être moins rapide, et les exercices vont être présentés, les leçons, les exercices, les niveaux de difficulté vont être présentés de façon espacée et entrelacée. OK? Donc, vous voyez que la courbe ici est beaucoup moins raide. Elle s'étire sur une plus longue période de temps. OK? Il y a des conséquences à ça. La première, c'est que la rétention est faible et je n'ai pas besoin de vous le prouver. Vous le savez déjà. Nos élèves oublient ce qu'ils apprennent. Tandis qu'ici, la rétention va être moins rapide, mais elle sera plus durable. D'accord? Et il y a des concepts, il y a des matières où on a besoin d'une bonne base pour bâtir et bâtir et bâtir. Il y a des concepts où tout est latéral. Japon, Europe, Amérique du Sud, c'est pas mal à l'horizontale, alors qu'en mathématiques, c'est pas mal vertical. OK? Donc, on veut une rétention plus durable lorsque c'est vertical. Il y a aussi, ce qui arrive, c'est que l'évaluation que vous faites présentement du côté gauche de la diapo, c'est une évaluation de performance. OK? Et cette performance n'est pas très durable. Alors que l'évaluation que vous allez faire lorsque vous utilisez l'espacement et l'entrelacement, c'est une évaluation de maîtrise. Performance versus maîtrise, il y a une grosse différence ici, je crois. OK? Et j'essaie pas de vous convaincre que vous devriez faire espacer et entrelacer. J'essaie juste de vous expliquer que la recherche sur le cerveau suggère fortement des ajustements à nos leçons, à notre approche, à notre planification, afin d'atteindre la maîtrise qui est au-delà de la performance. OK? Donc, à retenir, il y a 4 choses que j'aimerais que vous reteniez. Les recherches sur le cerveau peuvent avoir un impact positif sur enseigner, apprendre et retenir. L'espacement et l'entrelacement vont ensemble, mais ils doivent être planifiés. On ne peut pas se lancer à l'à peu près. OK? Oh, est-ce que j'ai fait ça récemment? Non, non, ça doit être planifié pour ne pas oublier de revenir en arrière pour que les élèves bénéficient de tout ça. L'espacement et l'entrelacement semblent difficiles. Oui, il y avait des mises en garde, mais les bénéfices sont prouvés par la recherche. Et puisqu'on est en septembre, je vous suggère fortement de commencer lentement, mais commencer. Commencer à quelque part. Essayez quelque chose. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions à ce point-ci? Je garde un œil ici sur la boîte de clavardage et sur les questions et réponses. Je ne vois pas de questions à ce point-ci.
Non. Alors, je vais attendre quelques secondes, Natalia, permets-moi, pour voir s'il y a des questions qui sont en train d'être écrites dans les différentes plateformes ici. Ok. Alors, à ce point-ci, je ne vois rien d'autre. Je vais passer à cette diapo tout de suite. Je veux vous remercier d'avoir passé les 40 dernières minutes avec moi. Oh, oui, 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 un gros merci. J'espère que l'information qui vous a été partagée vous sera utile, vous fera réfléchir, vous fera réaliser certaines choses par rapport à ce que vous faites présentement et ce que vous pourriez faire. Maintenant, ici, le webinaire a été commandité par Matific et il y a ici un code QR qui vous est partagé au cas où vous voulez savoir plus de choses sur Matific. Mon rôle n'est pas de parler de Matific, mais puisqu'il y a une commandite derrière ce webinaire, je voulais simplement partager le code QR qui va vous permettre d'avoir une période de démonstration gratuite sur Matific, qui en passant, vous l'avez probablement deviné, est une plateforme qui offre des exercices de mathématiques sous différentes formes dans plus de 40 langues. Donc, Matific est en français et 39 autres langues ou 40 quelques autres langues également. Donc, je laisse à l'écran ce code QR pour vous aider à ceci. Maintenant, je vais aussi peut-être, peux-tu, Natalia, mettre le URL également pour les gens qui n'ont pas accès? Sí. Euh, je vais Il voir est si dans moi, le chat. je le vois pas. Je ne le vois pas. Dans matific.com. Je l'ai mis Oui. moi-même, si tu peux Oui. voir. OK, excellent. OK, excellent. Alors, je vois une question ici de Julie. Nos élèves de cycle 2 et 3 adorent le côté ludique. Ah! Donc, il y a des gens qui connaissent Matific, c'est merveilleux. Excellent. Oui. Excellent. Si vous Alors, avez des questions, oui, si s'il y vous a des avez des questions, on va les questions, prendre. nous les lirons dans le chat, oui. Si nous n'avons plus de questions, merci à tous pour votre participation et merci beaucoup René pour votre présentation. Un plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me contacter s'il y a quelque chose ou contacter Matific au besoin. Voilà. Oui. Merci à tous, à la prochaine. Merci, au revoir tout le monde. Je vais partir. Oui. Bon. Au revoir. Merci. OK, au revoir tout le monde. Alors,